Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo news. C'est la combien? C'est la 112. 112 que je fais. C'est la 112e vidéo news. Bonjour à tous et à toutes. Hein. Ça passe. Et oui. Et donc là, on voit que tu es en train de mettre un nouveau truc sur la roue. Oui, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné la roue. La roue comment? La roue de la torture. La roue des gages, exactement. C'est ce qu'on tourne quand on fait une bêtise dans nos vidéos news. De temps en temps, il y a un joueur qui fait une erreur. Et on fait plus de bêtises. Dans une de nos vidéos, on n'en a pas fait depuis très longtemps. On n'a pas trouvé de bonne raison de tourner la roue. Je trouve que ça manquait un peu. Et j'ai une nouvelle case que je viens de rajouter. On en a parlé un petit peu avant l'émission. Offrir un cadeau au co-animateur. C'est ça. Dans la prochaine vidéo news, forcément. Donc, la prochaine fois qu'on tournera la roue, si l'un de nous deux est obligé de tourner la roue et tombe sur cette case, il devra offrir une petite surprise, un petit cadeau pas cher, hein, une bricole, un truc rigolo. Emballé, hein, attention. Un iPad Pro, un truc comme ça. Ouais, par exemple. Ah, alors si tu perds, tu m'offres un iPad Pro, non, par exemple, un truc comme ça. Donc ok, on a la roue qui se modifie un petit peu. Maintenant, il faut une raison de la tourner. On va trouver une raison, on en a parlé un peu, on va regarder les jeux qu'on va jouer et dans cette vidéo news, quelqu'un va tourner la roue en fonction des jeux. Si on fait égalité. Peut-être que personne ne va tourner la roue. Non, mais si, ce serait bien que quelqu'un tourne la roue. On va trouver un jeu où il y aura un gagnant. Ça me va, ça me va. Et je propose même autre chose. Pour faire évoluer un peu cette roue, on va même plus tard dans la vidéo effacer une case. Et c'est vous qui aurez l'occasion dans les commentaires de trouver un petit gage rigolo. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à noter un gage amusant. Et donc on en choisira un qu'on rajoutera la semaine prochaine sur la roue. Et donc c'est un gage sur lequel on pourra tomber. Voilà pour cette roue. La vidéo news, donc c'est le format dans lequel chaque semaine on vous parle des jeux qui viennent de sortir. On n'a pas eu la semaine dernière, on ne l'a pas faite, on a fait une Alors, il n'y a pas eu de vidéo news, mais il y a eu des jeux qui sont sortis. Exactement. On a fait une petite pause, j'ai fait une petite pause. Je suis parti en week-end jeu, je me suis bien amusé à plein de jeux, j'ai vu plein de monde, je suis très content. Et cette semaine, on reprend notre vidéo news avec nos rubriques habituelles. La rubrique dans laquelle on vous parle des nouveaux jeux qui viennent de sortir, qui viennent d'arriver en boutique. La rubrique dans laquelle on vous parle des avant-premières, ça c'est l'une de nos nouveautés, des jeux qui arriveront dans quelques mois en boutique pour vous créer des petites envies. Attention, on ne vous force pas à tout acheter, hein. Le but c'est pas que vous achetiez tous les jeux qui sortent, le but c'est que vous puissiez choisir. Faire une sélection, voilà, des jeux qui vous ressemblent, des jeux qui pourraient vous plaire, qui pourraient plaire à votre entourage. Et justement, que vous n'achetiez pas de jeux qui ne vous conviennent pas, c'est vraiment notre but, on fait de l'information. C'est ça. On va faire le rétro zoom. Exactement, la rubrique dans laquelle on revient sur un jeu, on vous dit pas lequel. Vous nous avez dit la fois dernière que vous aviez envie d'avoir la surprise, donc on vous dit pas quel est ce jeu, mais c'est un jeu qu'on adore, auquel j'ai vraiment beaucoup joué à ce jeu-là. Peut-être que vous allez le découvrir, peut-être que vous aurez envie d'y jouer. Un indice, c'est un jeu qui est moche. Ah, voilà. Il est très bien. C'est un jeu qui est très moche. Mais il est moche. Donc on verra ça plus tard. Et donc on va parler aussi rapidement des festivals, et on fera un zoom sur quelques jeux. Et chaque semaine, on remercie nos soutiens, les personnes qui nous suivent et qui nous sponsorisent, parce que cette émission fonctionne sur vos abonnements. Notre chaîne fonctionne sur les abonnements. C'est quelque chose qu'on a envie de développer de plus en plus. On s'est même fixé des objectifs d'augmenter le nombre d'abonnements pour avoir dans nos rentrées d'argent un peu plus de liberté et donc plus de possibilités de faire de l'information. Et chaque semaine, nous tirons au sort des noms dans la fameuse boîte mystère en fin d'émission. On rajoute nos nouveaux abonnés. Alors là, c'est pas la boîte mystère, c'est le petit chalet qui permet de gagner la boîte mystère. Cette semaine, nous rajoutons parmi les personnes qui peuvent être tirées au sort Gilef, Cartas, Samy, Valérie F et Ralphino59. Je les ai ici, et donc on rappelle, quand tu parles d'abonnement, c'est les gens qui nous soutiennent en faisant des dons grâce aux plateformes Utip ou Tipeee. Comme tu l'as dit, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner à la chaîne, ça nous aide. Et donc je rajoute les noms que tu viens de citer, et donc on verra si vous serez tiré au sort à la fin de cette émission. Et on remercie également Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez jouer à tout un tas de jeux modernes avec des joueurs du monde entier. Vous savez qu'on organise chaque semaine des tournois sur Board Game Arena. On passe un petit coucou à Antares et Serval. J'ai pas fait le tournoi moi. Sushigo Party, j'adore ce jeu. J'ai été très mauvais sur mes deux parties. C'était les vacances, j'avais moins le temps de faire un tournoi sur Board Game Arena. Mais je ferai le prochain puisque c'est... Alors il est en cours, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est Copenhague. Donc un jeu dans lequel on place des petites tuiles pour remplir, à la manière d'un Tetris, une zone et essayer de remporter la victoire. C'est assez malin. Il y a également Crime Zone qui vient d'arriver sur Board Game Arena, et ça c'est très original parce que c'est un jeu d'enquête, donc c'est un jeu qui n'est pas forcément rejouable. Vous avez l'occasion de le découvrir, et c'est assez malin de la part de l'éditeur, parce que j'imagine que l'éditeur se dit si les gens ont apprécié, donc il essaye de leur offrir une expérience qui est intéressante. Peut-être qu'ils achèteront les boîtes en boutique. Vous pouvez découvrir Crime Zone sur Board Game Arena.
On commence comme d'habitude par les sorties de la semaine. On va déjà vous parler de Kudo. Kudo, c'est marqué derrière, c'est un roll and fight, c'est pas un roll and write. Pourquoi? Parce qu'on va jeter des dés, mais il va y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs. Et donc on a eu la chance de recevoir les deux auteurs, Bruno Catala, Ludovic Maublanc, et également l'illustratrice Camille Chaussy, pour faire une vidéo. Et donc cette vidéo, vous aurez l'occasion de la retrouver sur la chaîne. Cette semaine sort Le Casse de Trop, c'est un nouveau jeu de la gamme Force the Story, une gamme dans laquelle on va improviser une histoire avec ses compagnons de jeu autour de la table. C'est signé Nicolas Levif. On va s'amuser à partir de petites cartes qui nous donnent des consignes, à partir desquelles nous allons essayer de nous adapter pour réaliser le meilleur des casses. Alors c'est un casse qui se passe pas très bien, comme son nom l'indique, c'est le casse de trop, c'est plutôt la meilleure des histoires. On va broder ensemble, on va passer un bon moment et on va essayer d'expliquer qui nous a vendu, pourquoi ça s'est mal passé. Et là aussi, on a réalisé une vidéo que vous allez retrouver sur notre chaîne. On enchaîne avec Cache ton cache. Cache ton cache, c'est un jeu de cartes dans lequel chaque joueur va tenter d'amasser la plus belle fortune. Donc c'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir faire des paires qu'on va poser devant soi. Mais attention parce que les autres joueurs auront la possibilité de nous défier pour ramasser également ces paires. C'est un jeu qui a cartonné en Amérique, parce que je vois que c'est noté là. Énormément d'exemplaires vendus, c'est plus d'1 million. Un archi best-seller. Ouais. Donc celui-ci, quand on nous l'a présenté, on nous a dit, c'est un peu à la Skyjo en France en fait, hein, le genre de jeu auquel des joueurs jouent, beaucoup de joueurs, beaucoup plus que finalement le marché des joueurs hyper spécialisés. Là, ça touche un public très très large. Il arrive enfin en France. Et c'est très très simple. À mon tour, c'est soit je fais une paire, soit je défausse une carte, soit j'attaque un autre joueur. Les règles sont très simples à comprendre. Et il y a une vraie interaction, il y a une vraie ambiance autour de la table. Viens pas me voler à moi, c'est Martin qui a le plus de cartes devant lui. Enfin, il y a une vraie ambiance qui s'installe. Et on verra si ça sera le même succès en France. On enchaîne avec la troisième petite boîte de Detect Team, Triche à la course. C'est ce jeu dans lequel on va tirer des cartes et on va choisir de les garder ou de ne pas les garder, le côté sur lequel nous allons les jouer. C'est un jeu qui est signé par Alexander Peshkov et Katarina Pluznikova. C'est publié par Lifestyle Board Game et là aussi nous avons réalisé une petite vidéo. Donc vous allez pouvoir découvrir le fonctionnement de cette petite gamme sur notre chaîne. On continue avec Fou Allié, c'est un jeu de Jay Cormier et Chase Disher. C'est un jeu qui va mélanger du mime et du dessin. Et en fait, c'est très simple. Chaque joueur va avoir une feuille avec plein de petits logos. Un autre joueur va devoir tenter de lui faire deviner chacun des logos. Et ensuite, en reliant les différents logos, ça va créer un dessin. Et il faudra être le plus rapide à trouver de quel dessin il s'agit. L'île des chats Explore and Draw, c'est un jeu dans lequel nous allons faire, encore une fois, une sorte de, non pas de roll and write, mais de flip and write, puisque nous allons flipper des cartes sur la table qui représentent des formes géométriques que nous allons reproduire sur notre petite plaquette plastifiée, puisque nous avons des feutres de couleur, on va dessiner ces différentes formes. Alors ça reprend la grande mécanique de l'île des chats, qui était un jeu dans lequel nous posions physiquement ces formes sur notre petit plateau, et les auteurs se sont rendus compte qu'on pouvait tout à fait en faire un roll and write. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui reprennent un petit peu ce type d'assemblage. On retrouve donc un peu de l'essence du jeu l'île des chats dans celui-ci. Ça fonctionne très bien, moi j'y ai joué, j'ai trouvé ça plutôt agréable. On vous en reparlera dans de futures vidéos. On vous a parlé très récemment du jeu Whistle Mountain. Et bien dans la même catégorie, nous avons Whistle Stop qui arrive chez la boîte de jeu. Il s'agit d'un jeu de Scott Caputo dans lequel on va devoir créer sa ligne de chemin de fer. Et donc on se retrouve dans l'Ouest américain des années 1869. On va essayer de vous les présenter, ces deux jeux-là, parce qu'on a pris un peu de retard. On ne vous a pas présenté Whistle Mountain. On vous présentera également Whistle Stop. Suivez notre chaîne, ce sera au menu des prochaines vidéos news. Parmi les jeux que nous n'avons pas, il y a Maki qui vient de sortir. Alors c'est un jeu solo qu'on avait vu quand on faisait des émissions sur Kickstarter, sur les financements participatifs plus exactement. Un jeu solo de placement d'ouvriers. Donc moi ça avait attiré mon attention. Ça y est, le jeu arrive en boutique. Le jeu arrive avec son extension d'ailleurs, parce que souvent quand il y a un financement participatif, les extensions sont déjà prévues dès le début. Et il a une très belle cote d'amour, j'en ai entendu beaucoup de bien. Bon, j'y ai pas joué, mais forcément on va s'intéresser, on va commencer à avoir des retours, puisque le jeu arrive maintenant. Carnival Zombie seconde édition, c'est donc la réédition d'un jeu qui était sorti en 2013. Il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel on va être à Venise et on va tenter de survivre à une horde de zombies. Chez Schmitt, le jeu Hop c'est plié nous propose un roll and write classique, on lance des dés, on coche des cases, mais celui-ci a une originalité, c'est qu'une fois qu'on a coché toutes les cases avec des petits smileys sur notre feuille, on va pouvoir plier les bords et découvrir d'autres choses qui sont cachées derrière. Petite originalité mécanique, je ne sais pas si ça change grand chose aux sensations de jeu,
mais du coup j'ai envie de découvrir. En fait, Rien que le fait, je peux plier un peu ma feuille, je trouve ça rigolo. On le dit souvent, dans les roll and write, les flip and write, il y en a tellement qui sortent aujourd'hui qu'on aime bien quand on les découvre à nouveau, à chaque fois voir c'est quoi la petite originalité en plus. Donc à essayer. C'est publié chez Schmidt, c'est signé Ralph Kerfoot et Klaus-Jürgen Wrede. Escape Tales 3 Children of Wyrmwood, pardon pour l'accent, c'est la troisième boîte d'un jeu d'enquête qui est très prenant au niveau de son univers. Et je vais vous lire juste le petit texte parce qu'on n'y a pas encore joué, mais comme ça vous aurez une bonne idée. Vous vous appelez Gilbert. Ouais. Et vous avez passé toute votre vie dans une petite ville dont les murs sont entourés d'une nature sauvage inquiétante, agressive et sombre. Les bois situés à l'extérieur des murs de la ville abritent des Wyrmvin. C'est des hybrides de plantes et d'animaux fusionnés en une abomination mortelle par une sorcellerie blasphématoire oubliée depuis longtemps. Voilà, au niveau de l'ambiance, on y est. Ah, complètement. Et donc on va devoir s'échapper puisque c'est un jeu dans lequel on s'échappe. Et cette semaine, grâce au site subverti.com, nous avons noté des festivals. Alors, il y a la UK Game Expo à Birmingham. Si vous avez l'occasion d'aller à Birmingham, tu vas y aller, Sylvain? Oui, je vais y aller. Également la fête du jeu de Chazelles. Tu vas y aller, Sylvain? Moi, je vais y aller. La fête mondiale du jeu et du fantastique de Voré-sur-Arzon. Tu vas y aller, Sylvain? Moi, je vais y aller. Les 24 heures du jeu de société de Markolsheim. Tu vas y aller, Sylvain? Moi, je vais y aller. Le Retro Geek Festival à Vesoul. Tu vas y aller, Sylvain? Moi, je vais y aller. Le festival du jeu de Porcheville. Tu vas y aller, Sylvain? Moi, je vais y aller. Les 24 heures du jeu de Châteauroux. Tu vas y aller? Je vais y aller. On passe à la rubrique des avant-premières. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On vous parle des jeux qui vont arriver dans vos boutiques, mais dans quelques mois. Et cette semaine encore, on a pu jouer aux jeux dont on va vous parler. On commence par la sélection du Kinderspiel des Jahres, le prix allemand, en version enfant. Il y a 3 jeux, 2 dont on vous a déjà parlé, notamment de Très Futé, un jeu de Wolfgang Warsch, donc la version enfant de ce Roll and Write. Et un autre jeu de Wolfgang Warsch, il s'agit du Grand Prix de Belcastel, la version enfant des Sorcières de Belcastel. Et nous allons donc vous parler du 3e jeu. Il s'agit de La Colline au Feu Follet, qui va paraître chez Gigamic, et on a profité de la venue de Gigamic pour prendre quelques images du prototype qu'ils nous ont ramené. On a joué au jeu. Aline, je te laisse la place, tu vas nous le présenter. Au Feu Follet, vous incarnez des apprentis magiciens. Vous avez un maître, le magicien Balduin, il vous attend en bas d'une colline. Pour le rejoindre, il va falloir vous faire aider par des feux follets. Les feux follets, ça va être des petites billes colorées que vous allez faire descendre sur un plan incliné qui représente la colline. À chaque fois qu'un enfant va faire rouler une bille sur le plan incliné, il va espérer que sa bille trouve dans son chemin un petit magicien. Si c'est le cas, il va pouvoir prendre le magicien et le déplacer jusqu'à la prochaine pastille de la même couleur que la bille qui représente le feu follet. Malheureusement, sur cette colline, il y a aussi des sorcières qui essayent de vous empêcher d'atteindre le maître magicien. Quand les feux follets touchent les sorcières, c'est elles qui risquent d'arriver en bas de la colline avant vous. Pour gagner, les joueurs doivent faire descendre 4 magiciens en bas de la colline et rejoindre le magicien Balduin. Par contre, si 3 sorcières arrivent avant en bas de la colline, alors la partie est perdue. Le matériel de la colline au feu follet est un peu magique. Les petites billes qu'on fait rouler sur le plan incliné et qui incarnent les feux follets sont vraiment très chouettes, ça donne tout de suite envie aux enfants d'y jouer. Ils vont pouvoir essayer d'élaborer des petites stratégies, mais évidemment, le hasard des parcours sur la piste va parfois les brouiller, donc ils vont lancer leurs petites billes en croisant les doigts pour qu'elles atteignent le but qu'ils espèrent. C'est un jeu qui est immédiatement ludique, les petits comme les grands vont tout de suite avoir envie d'y jouer, c'est un vrai jeu d'ambiance qui va tous nous donner envie d'espérer de faire arriver nos petits magiciens jusqu'en bas de cette colline. La colline au feu follet, c'est un jeu de Jens-Peter Schliemann et de Bernhard Werber, ça va sortir chez Gigamic cet automne et c'est un jeu à partir de 5 ans. Nous avons eu la chance de découvrir Les Tribus du Vent. C'est le prochain jeu de la boîte de jeu qui paraîtra à l'automne. Il est signé par Joachim Thom. Les humains ont achevé de polluer la planète, donc ils ne peuvent plus vivre sur le sol. Ils ont été obligés de s'installer sur la cime des arbres. Pour ceux qui survivent, ils se déplacent, portés par les vents. Ce thème fort est porté par les illustrations de Vincent Dutray, l'un des dessinateurs les plus doués pour nous immerger dans une atmosphère juste en regardant quelques images. La mécanique de jeu est construite autour de plusieurs types d'interactions. Les joueurs vont bâtir leur cité en récupérant des tuiles, ils vont réaliser des actions en jouant des cartes et ces cartes ils les récupèrent sur une rivière de cartes, un card draw. On va les prendre en main, mais la particularité de ce jeu c'est qu'elles ne seront pas justement dans nos mains, elles seront posées sur un support
D'un côté de la carte, on voit les actions que l'on peut réaliser, et de l'autre côté, il y a le type de carte que tous les joueurs peuvent voir. La première interaction concerne ce card draw. Si on prend une carte, on ne la laisse pas à ses adversaires, c'est une interaction active. Mais il y a également une interaction passive. Les cartes que l'on prend, celles qui sont posées sur notre support, on les laisse à disposition de nos adversaires pour le type de carte. Par exemple, si un joueur veut déclencher une action dans laquelle il va récupérer de l'eau, quand vous jouez la carte qui la déclenche, vous allez récupérer autant de jetons d'eau que vous possédez de cartes bleues, vous et vos 2 voisins de table. Ce type d'interaction originale fait des Tribus du Vent un jeu dans lequel vous devez vous adapter en permanence. À vos stratégies bien sûr, mais également aux stratégies de vos adversaires, également aux d'autres cartes de vos adversaires. C'est vraiment le type de jeu dans lequel vous devez faire preuve d'opportunisme en permanence, toujours analyser la situation et ne pas rester bloqué sur une stratégie en particulier. Les Tribus du Vent est un jeu qui est signé par Joachim Thom, illustré par Vincent Dutray. Il sortira à l'automne chez la boîte de jeux. Yellow nous propose de cartographier l'espace avec Distant Sun, c'est un roll and write créé par Gary Kim et Aeon Ming Jung. Alors, je sais pas ce que tu vois. Ah non, pas de roll. C'est pas un roll, c'est un. Je pose un module and write. Write. C'est vrai. Mais c'est pas marqué sur la boîte, il n'y a pas une nom appellation spécifique. On va regarder quand même parce que c'est très important. C'est un choose and write. Ok, très bien. Vous avez choisir et après dessiner différentes formes. C'est pas un détail en fait, parce que ça change pas mal de choses dans la mécanique. On a ce petit système ici posé devant nous qui est assez important. Vous allez avoir, je vais prendre le dos de ma feuille, la partie qu'on vient de terminer. Vous allez avoir l'espace que vous allez devoir remplir de différentes formes pour essayer de découvrir de nouvelles zones, des aliens éventuellement, des trésors fabuleux, améliorer votre vaisseau spatial. Et pour ce faire, les uns après les autres, nous allons choisir des petits modules que nous allons placer sur le plateau. Je suis le premier joueur, je prends un module et je choisis ce que je vais dessiner. Par exemple, je vais dessiner cette forme-là. L'icône bleue indique ce que moi je vais dessiner. Je vais imposer une forme aux autres joueurs. Donc moi, je dessine cette forme. Et là, quand tu parlais des roll and write, la première différence, c'est que dans un roll and write, on jette les dés. Et donc généralement, c'est le hasard du jet qui fait. Là, c'est toi qui choisis de nous imposer cette forme. Et je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, je vais la dessiner comme ceci, oui, sur mon plateau individuel. Hop, je la colorie et hey, chouette, j'ai coché une case amélioration. Cette case me permettra plus tard d'enlever un hexagone dans la forme que je choisirai. Donc, on a des petits bonus que l'on va pouvoir utiliser, mais on a surtout des scorings. Et là, j'ai pas très bien joué parce que j'ai recouvert une amélioration, mais avec une forme qui n'est pas associée aux améliorations, elle était associée au trésor. J'aurais beaucoup mieux fait de choisir, par exemple, cette forme-ci, qui est associée aux améliorations. Et à chaque fois que je recouvre une amélioration avec une forme qui lui est associée, je vais pouvoir me cocher une case, indiquer que j'ai touché une fois cette forme-là. Si je touche une fois à la fin de la partie, ça me fera 3 points. Pas touché, recouvert. C'est important. 2 fois, ça fait 6 points. 3 fois, ça fait 10 points. Et pour chaque forme que l'on dessine, nous avons un petit dessin qui est associé ou une fonction qui est associée. Ici, on doit faire la plus grande zone possible avec ces formes-là. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, toi tu t'es placé ici, et moi tu m'as imposé ce vaisseau, donc je vais devoir le dessiner. Et ce qui est très bien, ça peut être très utile à certains joueurs, j'en fais partie, vous avez à chaque fois des petites formes qui sont représentées, et en fait vous pouvez tout simplement les poser et dessiner. Ça vous permet en fait de vous représenter la forme si vous avez du mal à le faire sans utiliser ces petits patrons. Donc ça, j'ai trouvé ça très utile. Ensuite, le joueur suivant pourra prendre un petit module, tu pourras t'amuser à le placer où tu veux pour m'imposer une forme et toi en choisir une, améliorer ton scoring. Évidemment, les scorings qu'on a commencé à faire, ça vaut le coup de les continuer puisque on va marquer de plus en plus de points pour les formes qu'on a déjà réalisées. Moi, je vais faire ça. Voilà, histoire de créer une comète. Non, ça, oui, c'est ça, tu feras la comète. Une comète, et donc si j'arrive à atteindre des aliens, comme tu le disais, à chaque alien que j'atteins, hop, je ferai une petite coche, et en fin de partie, j'essaie d'avoir un maximum d'aliens. Mais, et ça je l'ai oublié sur la première partie, et ça m'a causé du tort, il faut savoir que les aliens, non seulement ça peut vous rapporter des points si vous l'associez à la bonne forme, mais ça peut aussi vous en faire perdre, puisqu'en fin de partie, chaque alien que vous n'aurez pas recouvert vous fera perdre 5 points. Et moi, il m'en restait 5, donc j'ai perdu 25 points, ce qui fait assez mal. Ça donne l'un des objectifs que vous pouvez vous fixer pendant votre partie, essayer de recouvrir le maximum d'aliens, mais vous avez également des petites courses. On voit que sur les coins, nous avons des planètes qu'il faut essayer de rejoindre, parce qu'on dessine nos formes adjacentes à une forme précédemment posée. Si je suis le premier à atteindre cette planète ici en haut à gauche, je marque 10 points, et toi, plus tard, tu pourras marquer éventuellement 5 points. C'est ça.
En haut à droite, c'est 15 points et 8 points. En bas à droite, c'est 10 points et 5 points. C'est un deuxième objectif qu'on peut se fixer. Donc on a nos scoring pour chaque forme, on a les scorings qui sont associés aux courses, les aliens que l'on va essayer de recouvrir, il y a des trésors que l'on va essayer d'entourer complètement parce que chaque trésor entièrement entouré, ça vaut 10 points. Vous avez des petits éléments que vous allez essayer de prendre en compte pour réaliser le meilleur patchwork d'univers possible. Je ne sais pas si ça existe comme terme, un patchwork d'univers. C'est bon, on peut le valider. C'est plein de petits objectifs avec une mécanique qui est assez originale. Et en parlant de la mécanique, dernier détail, mais non des moindres, il faut savoir que ce plateau, en début de partie, vous allez mettre au hasard chacune des formes, non seulement les formes que vous avez ici, et il y en a d'autres dans la boîte, donc qui ne seront pas utilisées à toutes les parties. C'est-à-dire que non seulement vous ne jouerez pas toujours avec les mêmes formes, donc les mêmes contraintes, et en plus, vous ne jouerez pas avec les mêmes bonus associés à chaque forme. Par exemple, là, ça veut dire que si je me mets comme ça, il faut qu'avec cette forme-là, je recouvre des aliens pour essayer de scorer un maximum de points en aliens. Donc, aucune partie ne ressemblera à la précédente. Donc, il y a un petit peu de renouvellement. Ça reste un système de pause de petits modules qui est vraiment très ingénieux. Moi, j'ai trouvé ça super. Alors, ça reste un roll and quelque chose. Non, pas un roll, un white and quelque chose. C'est assez rigolo sur ce plan-là. Après, ça aurait pu être un jeu de plateau dans lequel on aurait des tonnes de formes que l'on prendrait autour du plateau central pour recouvrir son plateau individuel. Ça permet juste d'avoir une petite boîte, pas trop épaisse, et de pouvoir l'emmener facilement avec soi. C'est, à mon avis, plutôt un bon choix. Finalement, ce système de petites fiches à remplir, c'est un choix ingénieux, moi je trouve, de la part des éditeurs, mais c'est pas une mécanique en soi. La mécanique, c'est ce système de modules, et je la trouve vraiment très agréable. Ouais, donc moi c'est pareil, c'est un jeu qui m'a bien plu, que je rentre dans ma ludothèque, parce que ce sera un plaisir d'y jouer, et encore une fois d'essayer de rejouer avec des modules différents, avec des formes différentes, et donc essayer d'adapter la situation. C'est pas toujours le cas, mais moi c'est déjà ma 3e partie, j'ai encore envie d'y jouer, donc il rentre également dans ma ludothèque. Distant Sun, c'est plutôt une chouette sortie de ces dernières semaines. Catch Up Games nous propose Sylve. Il s'agit d'un jeu de Steve Torres avec un univers tout mignon, mais vous allez voir que les interactions entre les joueurs, c'est loin d'être mignon. Exactement, alors c'est un jeu dans lequel il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. On va avoir l'été qui est mélangé à l'automne, on le voit sur les cases. Les cartes, c'est assez bien représenté, l'hiver à l'automne, et nous, il va falloir qu'on essaye de rétablir un petit peu l'ordre. Pour ce faire, nous avons des personnages qui vont faire appel à des créatures merveilleuses de la nature qui vont nous rejoindre. Nous allons utiliser leurs pouvoirs pour essayer de rétablir l'ordre, marquer un maximum de points de victoire. On va aussi concocter des potions, très important. Il faut concocter les potions pour les boire pour se donner un petit peu plus de force, par exemple. Et nous avons des mécaniques, derrière ce joli petit thème, des mécaniques qui font appel à la fois à de la majorité, à des combos de cartes que l'on va essayer de jouer de la meilleure des façons possibles, des petites combos, et puis des ressources que l'on va récupérer et que nous allons dépenser le plus judicieusement possible, justement pour récupérer ces fameuses potions qui toutes nous rapportent des effets, mais également des points de victoire, puisqu'on joue pour essayer de gagner le plus de points de victoire possible dans les 4 manches. Et là, tu parlais de mécanique, il y a aussi une mécanique de pose d'ouvrier. On va avoir des dés qu'on va devoir jeter à chaque début de tour, et ça va nous aiguiller un petit peu sur les différentes actions qu'on va pouvoir réaliser. Alors au début d'un tour, nous avons tous ces dés-là, des dés bleus qui vont nous servir à être placés sur les différentes cases. Oui, ils sont rouges. Oui, toi tu as des dés rouges, c'est beaucoup moins bien. Non. Et gagner éventuellement des ressources, mais nous avons également des dés blancs. Et là tu en as également. Ça c'est les éléments, c'est ça, tout le monde en a 2. Qui vont pouvoir être joués notamment en ville, mais pas seulement, ils ont des petits effets particuliers qui permettent parfois d'apporter des bouleversements dans les cartes Sylve qui sont présentes là-haut, parce que sur ces cartes, et c'est très important, il y a un petit jeu de majorité. À la fin de la manche, celui qui aura le plus de dés sur ces cartes-là va remporter la carte, et vous voyez qu'en haut, elle rapporte beaucoup de points de victoire, d'autant plus que ce sont des cartes sur lesquelles nos créatures vont pouvoir se réfugier, et quand une créature qu'on a récupérée se réfugie sur une carte de Sylve que nous avons récupérée également, elle rapporte 3 points de victoire au lieu de 1. Donc il y a un vrai intérêt à prendre ces cartes. Exactement. Mais et donc il y a un vrai intérêt à se battre pour essayer de les avoir. De ce fait, nous allons essayer de récupérer des cartes. Donc le petit jeu de majorité qu'on peut calculer, mais il y a des potions. Et ces potions, elles ont des effets sur les dés. Par exemple, cette potion-là, elle permet de relancer un certain nombre de ces dés non placés. Donc on a peut-être regardé notre adversaire, les dés dont il disposait, les choix qu'il pourrait faire. On a essayé de le bloquer.
mais vous ne maîtrisez pas tout. À chaque tour de jeu, il va y avoir des interactions que vous n'allez pas anticiper, parce que les cartes sont face cachée, on les a dans nos mains quand on les a récupérées. Il faut s'en rappeler, alors on les a vues, hein. On a vu quand le joueur les a prises, mais on s'en souvient plus forcément pendant la partie. On n'est jamais certain de ce qui va se dérouler pendant une manche. Il faut s'adapter en permanence. On est dans un type de jeu à combo d'une certaine manière. Dans cette grande famille de jeux à combo, il y en a plein. Hein. Mais par exemple, Season en fait partie également. On ne sait pas exactement ce qui va se passer au fur et à mesure d'une partie de Season. Il va falloir s'adapter. Ça fait partie des petites surprises que l'on a en cours de manche. Et ça, cet aspect-là, il sera éventuellement agréable pour les joueurs qui adorent avoir des surprises. Peut-être désagréable pour les joueurs qui aiment bien tout contrôler, on préfère vous le dire hein, systématiquement quand on présente un jeu pour que vous sachiez si ce jeu, Sylve, peut vous correspondre. On va pas rentrer plus dans le détail, vous l'aurez compris. Au début d'un tour, on jette ses dés, on va les placer soit pour récupérer les ressources et essayer d'obtenir des majorités, soit pour effectuer différentes actions. Et donc, si on vient à notre avis, justement, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un jeu de majorité avec des surprises. Et moi, généralement, donc là, c'est un avis personnel, c'est que je suis pas très bon en majorité. Oui, c'est vrai que c'est pas ce que tu préfères dans les jeux de société. Non, parce que je vais me creuser la tête pendant 5 minutes à essayer de réfléchir à une stratégie, et finalement, j'aurais pas anticipé un petit détail, ce qui fait que toi, tu vas réussir à me battre sur la majorité. Là, ce qui m'a gêné, moi, c'est les potions. Parce que je me casse la tête, j'essaie de trouver une stratégie, et finalement, t'avais la bonne potion qui allait bien, que j'avais pas anticipé, qui fait que, hop, bah, t'as pu déplacer un dé. Donc, j'ai passé 3 minutes à réfléchir à une stratégie qui a été cassée en quelques secondes. Et c'est vrai que, personnellement, c'est un type de mécanique auquel j'ai eu du mal. Quand on joue à deux, c'est un peu scripté, les jeux de majorité, et pour le dire simplement, moi je trouve que ça marche pas très bien à deux. Les jeux de majorité, c'est super à partir de 3 joueurs, c'est encore mieux à 4 joueurs, on a des interactions qui sont riches, on joue avec les joueurs autour de la table. Mais j'ai pas eu ce problème finalement, au fur et à mesure de la partie, plus elle avançait, plus j'ai trouvé que finalement, ces cartes potions qu'on a vues, hein, parce qu'on a vu qu'on les prenait, alors on ne retient pas tout évidemment. Oui, là on a joué à 2, si on joue à 3 ou 4, non. Je pense qu'on retient vraiment pas les potions que les autres ils ont en main. Oui, mais c'est pour dire que ce n'est pas du chaos. Parce qu'on peut pas reprocher au jeu de hop, carte surprise, vous enlevez tous vos jetons. C'est pas ça du tout dans ce jeu-là. On les a quand même vus, on sait que les joueurs les ont pris, vous retenez ou vous retenez pas, ça fait partie de ce type de jeu. Mais on a tous les éléments potentiellement en tête pour pouvoir agir. On sait que ça peut arriver. Oui. Mais surtout, et là j'insiste sur mon avis personnel, c'est que j'aime bien moi dans ce genre de jeu, dans lequel on va essayer de faire sa petite combo et de gagner des points de victoire, j'aime bien pouvoir construire mon truc et ne pas être trop concentré sur le fait de bloquer mes adversaires. Ça, c'est vraiment très personnel comme sentiment. J'aime pas systématiquement construire en bloquant. Donc très souvent, quand je joue à ce genre de jeu, je suis un joueur gentil. En fait, ouais, bon, ok, tu vas prendre cette majo, je vais me concentrer sur d'autres trucs. J'ai apprécié le fait de pouvoir justement se retourner dans une situation de blocage et de la débloquer et de continuer à construire. Et justement, j'ai dit beaucoup justement. Vous notez le nombre de fois que j'ai dit justement dans cette phrase. Justement. Continuer à construire mon scoring, parce que c'est ça que j'aime bien. Faire le scoring sans avoir forcément à se soucier systématiquement de toutes ces interactions-là. Voilà pour nos différents avis. Bon, vous le savez, on a des avis qui sont parfois pas exactement les mêmes, avec des regards qui ne sont pas les mêmes. Surtout, on n'a pas fait 36 parties. On est encore au moment où on découvre le jeu. Moi, j'ai bien envie d'y revenir. J'ai bien envie de revoir le jeu. Je pense qu'à la prochaine partie, je serai un petit peu moins concentré sur les majorités, justement, et que je serai un petit peu plus concentré sur mon scoring, essayer de prendre les cartes qui rapportent beaucoup de points de victoire, d'avoir des petites combos qui fonctionnent bien, ce qu'on n'a pas tellement fait, hein. Alors moi, à ce niveau-là, ça m'a bien plu, c'est que j'avais quand même cette combo de si je place un dé ici, je gagne une ressource en plus, cette ressource, je peux la transformer directement en ressource bonus. Toute cette partie, ça c'est une mécanique que j'aime bien. Moi, c'est vraiment la mécanique de majorité qui me bloque. Il s'agit de Sylve. On vous a donné des avis qui sont, je pense, assez riches, qui ne sont pas suffisants, parce qu'on est dans la vidéo news, le format dans lequel on revient sur un jeu avec pas suffisamment de parties pour vous dire si c'est notre jeu de l'année, si c'est le jeu auquel on va jouer en boucle. On n'en est pas là du tout. Là, on est en train de le découvrir. On vous le fait découvrir également et on reviendra dessus dans nos prochains formats de vidéos. Deux petits jeux paraissent distribués par Yellow, Allegra et Oula Ou. Ce sont deux jeux qui sont publiés initialement par, je vais prononcer, attention, prononciation allemande de quelqu'un qui n'a jamais fait d'allemand, quasiment, Drei Hasen in der Abendzone. C'est bien. Mais je ne sais pas. J'ai jamais fait d'allemand, mais c'est pas grave. C'est l'éditeur d'origine, c'est un éditeur allemand qui fait des petits jeux. Essentiellement, Yellow les distribue en français. Allegra, c'est un jeu de type ski-jeu, mais avec une particularité, c'est que on va jouer avec les 9 cartes qui sont posées devant nous et 3 cartes qui sont posées sur le jeu du voisin. Le jeu du voisin. Donc en fait, il faut calculer systématiquement avec son voisin. Ça rend le jeu un petit peu plus complexe qu'un ski-jeu classique, donc moins accessible à un public hyper familial. Et le jeu qu'on vous présente aujourd'hui, c'est Oula Ou.
un jeu dans lequel nous allons essayer de nous défausser de nos cartes sans être éliminés. Et c'est ça le cœur du jeu, c'est qu'on va provoquer son adversaire en le forçant à jouer une carte immédiatement plus petite ou plus grande que les cartes qu'on a posées. Pas immédiatement, oui, tout à fait, plus petite ou plus grande. Et peut-être que le meilleur moyen pour l'expliquer, c'est d'y jouer, Sylvain. Qu'est-ce que tu en penses? Donc là, on va faire une partie à 2, enfin un début de partie. Normalement, le jeu se joue soit en 3 manches gagnantes, soit en 77 points. Là, on va vous montrer une manche. Ça peut aller très vite. Celui qui perd la partie va tourner la roue. La partie ou la manche? La manche qu'on va jouer va tourner la roue en fin d'émission. Et vous allez voir que c'est un jeu dans lequel vos stratégies seront quand même assez limitées. Vous allez essayer de vous débrouiller avec les cartes que vous avez en main. Ça ne le rend pas moins fun. Notamment pour les joueurs qui n'aiment pas justement avoir des stratégies complexes et qui aiment bien pouvoir gagner dès la première partie. Il y a une forte part de hasard. Il faut s'adapter aussi à ce qui se passe autour de la table. Tu es le premier joueur ou je suis le premier joueur? Ouais, je peux commencer. Alors, avant toute chose, on a la possibilité, on joue vraiment, il y a de l'enjeu, Sylvain, donc on a la possibilité d'enlever des cartes qui sont posées devant nous sur notre table. Moi, je vais le faire. On peut en enlever jusqu'à 3. Ouais. Bon, j'en enlève... Ah, je vais en enlever 2 quand même, juste pour le fun. Moi, je vais en enlever 3. Ah, j'ai enlevé un 6 pour récupérer un 6. Et un... Oh, c'est pas génial. T'en as enlevé 3, toi? Ouais. Tu récupères un 5. C'est bien. Un joker. Très bien. Voilà. Et voilà la chance. Et un 9. Ça me fait 2 9, c'est pas forcément si génial que ça. Les jokers, les 7 sont des jokers, vous l'aurez compris. Donc, Shifumi. Quoi. Ouais, t'es le premier joueur. Alors, le jeu est très simple. Vous avez donc 5 cartes en main, 5 cartes sur la table. Vous allez jouer une de ces cartes et proposer aux joueurs après vous de jouer soit plus, soit moins. Par exemple, moi je vais jouer un 6. Bravo. Et je vais dire à Martin de jouer moins. Ah bah, Donc, bravo, j'ai pas ce qu'il faut. Comment tu je dois vais faire? jouer moins. Je vais jouer le 5 alors. Pas exactement moins, donc pas forcément 5, ça aurait pu être 4, 3, 2, 1. Et vous l'avez compris, on a des cartes dans notre main. On peut jouer les cartes dans notre main, mais elles sont cachées, donc c'est cool de les garder dans notre main. Ou alors, on peut jouer des cartes qui sont posées sur la table. Le 7, c'est un joker, on peut le placer quoi qu'il arrive. Moi, je te propose de jouer... plus. Ok. Je joue un 8. À toi. Et je vais dire... Je vais dire plus. Avec ce 8, bah écoute, ça tombe bien. J'ai un 9, donc Ok. je vais le poser. Plus ou moins? Bah, je vais te dire de jouer plus. Ok. Je joue ce 12. Mhm. Je te dis plus. Très bien. Bah, je crois que je vais être obligé de jouer un joker. Donc là, on explique. Les cartes, on ne l'a peut-être pas dit, ça va de 1 à 13. Il y a plusieurs solutions à chaque fois. Donc la plus, il fallait forcément qu'il joue un 13. Ou alors, on n'a pas encore eu le cas de figure, mais il pouvait jouer un double. Donc rejouer un 12. Ça, Moi, on je mets le un verra 7, plus je te demande de jouer un moins cette fois-ci. tard. On joue moins? Ouais. Et ben moi, je vais jouer un 4. Ah. Mais je vais te demander moins. Ah. Fais pas semblant. Bah, j'ai un 7, de toute façon, donc je vais Ah oui. jouer. Hein. Donc 7. Tu vas me demander plus, du coup. Non, je vais te demander moins. Ok. Je vais rejouer un 4 et je vais te demander moins. Ça sent la roue. Je l'avais gardé précieusement, mais je vais jouer quand même ce Ce serait bien qu'on monte les doubles, quand même. bah, 3. Je te demande de jouer moins. C'est bien fait. J'ai un double. Donc là, quand un joueur demande moins ou plus, on peut choisir de jouer la même carte. Et là, on rentre dans la mécanique du double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je repioche une carte. Hop. Martin a 2 choix. Soit jouer encore un 3 et repiocher des cartes. On continue donc le double et tous les autres joueurs doivent continuer à jouer les 3. Ou alors, on peut annuler un double de 2 manières. Soit en jouant un joker, un 7, soit en jouant une carte directement inférieure. Ce que je vais faire, Soit- je vais jouer un 2. T'annules le double, ok. Et je te demande de jouer moins. Je joue un 1. Ah. Et je vais te demander de jouer moins. Je vais jouer ce 1. Et je te Donc, tu demande repioches une de, carte. je te demande de Non, mais jouer... en double. C'est vrai. Je rejoue un 1 et je repioche une carte. Moi, je vais t'annuler ce double. Et en tu me jouant demandes un 2. moins. Je te demande moins. Je joue un 7. Et je vais te demander plus. Ah. T'as un 9 sur la table, hein, t'inquiète pas trop. C'est une partie tendue. J'aime bien cette partie. Vous avez vu mon gros bluff? J'ai joué un 7 parce que j'ai fait croire que j'avais pas de moins. J'ai essayé de faire un bluff, c'est très difficile de bluffer dans le jeu. Et j'en ai pas, je me suis pas rendu compte. Et j'ai joué que des moins derrière. Bravo. Mais bon, voilà. Les gens qui l'ont vu se sont dit, mais si, il joue bizarre, Martin Wittberg. Mais pour l'instant, t'es encore en jeu, moi aussi. Donc c'est pas Ouais. mal. Et je vais te demander plus.
on bluffe, mais comme des... Non, je bluffe pas, mais je sais Comme pas. des nuls, hein. Non, mais je sais pas quoi je lui dirais. Allez, ça. Plus. Je vais te dire plus. Tu joues un joker? Ouais. Eh ben écoute. Je vais te dire... Je vais te dire plus. Tac. Et là, le double. Je retire une carte, hein, c'est pas fini. J'ai pas gagné. Ouais, mais vu que c'est un double, c'est soit je joue un 12, soit je joue un 13, soit je joue un joker. Et il me reste plus qu'un 601. Donc c'est mort. Ah. Et moi j'avais gardé un joker, mais j'ai pas le droit de le jouer au dernier coup. Exactement, c'est important. J'aurais été très embêté en fait derrière. Tu ne peux pas finir par un joker. Donc là, c'est bien joué pour toi. Comment ça marche au niveau du scoring? Je vous avais dit donc que le premier joueur à 77 points gagne la partie. En fait, on va simplement compter le nombre de cartes qui ont été jouées pendant la manche. Donc là... Là j'aurais plein de points. 5. Bah en fait, je dois avoir environ 19, 20... T'as 22. 22, oui, parce qu'on a tiré des cartes en cours de manche. Ça veut aussi dire que parfois, alors c'est risqué, mais on peut peut-être s'amuser et essayer de jouer un peu plus de cartes pour faire augmenter le tas de cartes, pour essayer de marquer un maximum de points. Là, ça a été une belle manche qui s'est jouée vraiment à la dernière carte, donc tu marques 22 points. Et comme on ne peut pas jouer un joker à la dernière manche, je vous avais intérêt à les jouer avant. J'ai essayé de bluffer avec parce que j'en avais pas mal, je pensais que j'étais très bien parti. Bah c'est pas si évident que ça s'est pas joué à grand chose. Évidemment, c'est plus rigolo si là on a joué à 2, mais c'est pas le genre de jeu qu'on sort à 2 joueurs, très honnêtement. C'est plus rigolo si on est 3, 4, s'il y a un petit peu d'ambiance autour de la table. Et il y a une variante que je pense meilleure, moi, qui consiste à, quand on joue, à donner la main, pas forcément au joueur qui suit. Alors la variante expert, il y a deux choses. Si on va au bout des choses, en fait, c'est qu'on prend les cartes en main et on choisit, nous, au début de la manche, quelle carte on va poser devant nous. Ouais. Et là, on n'a plus le droit de dire, ben, je supprime 3 cartes pour en repiocher 3 au hasard. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, comme tu dis, une fois que je pose une carte, je dis plus ou moins, ben, c'est pas le joueur de gauche, forcément, c'est n'importe qui. Et donc là, on peut essayer d'estimer. Je pense que Martin, il a beaucoup plus de cartes hautes que de cartes basses, donc je vais dire moins et je vais essayer de l'attaquer. Là, on a un peu plus de stratégie qui s'installe. Des petits bluffs qui peuvent rentrer en compte, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, sinon vous êtes assez contraint par les cartes que vous avez en main, vous n'avez pas forcément un choix qui est incroyable, mais c'est assez plaisant à jouer, ça fait partie de ces petits jeux où on va pas réfléchir énormément autour de la table, on aura le temps d'attraper les cacahuètes et notre verre de panaché qui est juste à côté. Où c'est un jeu très simple, qui est distribué en France par Yellow, qui est signé par Jacques Zémé, et c'est le petit jeu d'apéro auquel vous allez peut-être éventuellement jouer pendant cet été. C'est un jeu qui peut très bien marcher sur une manche, comme ça peut tomber à l'eau directement. On l'a vu sur nos parties précédentes, au bout d'un tour, tu étais éliminé. Parce que tu n'avais pas de joker, tu n'avais pas les bonnes cartes. C'est ça, vous pouvez être éliminé direct et regarder les autres jouer. Ça fait partie de ce type de jeu. Là, on a eu une partie quand même très tendue, plutôt chouette, et c'est ce qui me fait penser mon avis et me dire que finalement, c'est un jeu, ok, il y a beaucoup de hasard, un côté un peu automatique. Il faut s'attendre à avoir des parties où il ne va pas se passer grand-chose, des parties plutôt tendues avec des bons moments qui vont se passer, rajouter à ça l'ambiance des joueurs. Donc moi, j'ai passé un plutôt bon moment. Donc, je le ressortirai avec plaisir. On se retrouve pour notre rubrique sur des jeux plus anciens, les jeux du musée d'un monde de jeux, puisqu'on en a plein dans le chalet, et on prend toujours plaisir à se promener, à regarder les différents jeux qu'on a dans nos étagères, et à les partager avec vous dans cette fin de vidéo news. Et cette semaine, nous avons choisi de mettre à l'honneur un jeu qui n'est pas très beau. On va commencer directement par insister sur les défauts de ce jeu, vous le voyez. C'est moche. La mise en place, ça a un esthétique particulier. Ça fait très château. Et ça date même pas de tant que ça en réalité. Ouais. C'est pas un jeu qui est si vieux que ça. C'est un jeu américain qui a été publié par Bézier Game en hommage à la ville française. Ça s'appelle Castle of Matkin Ludwig. C'est signé Ted Alspach et c'est un jeu dans lequel nous allons construire un château, le château du roi fou, le roi Ludwig, en posant différentes pièces devant nous, en construisant un joli château. Donc directement, hein, on insiste dans cette rubrique-là, on vous présente des jeux qu'on aime beaucoup. C'est un jeu auquel j'ai pas mal joué, avec plaisir, que j'ai souvent fait découvrir, et je vous cache pas que je l'ai fait faire acheter plusieurs fois par des joueurs qui l'ont découvert. Il est uniquement en anglais, en tout cas nous on n'a pas d'autres versions. Je sais qu'il y a des versions françaises qui sont parfois en réflexion. Ça nous arrive de croiser un éditeur qui se dit je le publierai bien, est-ce que ça vaut le coup de le publier? Et je sais qu'il y a une version plus jolie qui est ressortie dans une très grosse boîte, mais qui coûte la peau des fesses. Avec des extensions à l'intérieur, des choses comme ça. Oui, c'est ça. T'as pas craqué pour? Non, j'ai pas fait le Kickstarter.
je regrette à moitié, oh j'ai le jeu, c'est peut-être pas la peine de le faire, mais s'il y a moyen de l'avoir en un peu plus beau, ça pourrait être un argument supplémentaire pour le sortir sur notre table. Éventuellement, si jamais vous venez au chalet, vous aurez la possibilité de jouer avec nous, puisque ça fait partie exactement une partie de ça. Castle. On prendra toujours plaisir à y jouer. Exactement, c'est le type de jeu que j'apprécie vraiment de sortir. On me le demande, on me dit un coup tu avais présenté Castle of Mad Kid Lumik, j'aimerais bien le découvrir. C'est toujours un plaisir d'y jouer, les parties sont rapides, ça va vite à expliquer. On prend beaucoup de plaisir à échanger ensemble, c'est un peu en anglais, mais la langue n'est pas très importante. Alors voilà, retrouver. C'est en anglais, mais vous allez voir que sur les tuiles, il n'y a pas de texte. Les seuls petits textes, vous les avez ici. Mais généralement, si vous avez un doute, vous demandez à l'autre joueur autour de la table. Il n'y a pas vraiment d'informations secrètes. Les seules informations secrètes, ça va être des petites cartes objectifs. Mais généralement, il n'y a pas énormément de texte. Enfin, c'est assez simple d'y jouer, même si on n'est pas bon en anglais. On commence la partie avec 2 cartes objectives, d'ailleurs, qui vous dit, par exemple, moi, je marque 2 points pour chaque pièce ronde de 150 mètres carrés que j'aurais construite, peut-être pas des mètres, j'en sais rien, mais de 150 de taille. De quelque chose. Moi, je gagnerais par exemple 7 points si j'arrive à avoir au moins tous les types de pièces une fois. Ouais, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Moi, 2 points en plus si j'ai une carte orange. Donc ça, c'est mes objectifs de début, ça me guide. Et il y a des objectifs communs également. Le premier... Le joueur qui aura le plus exactement de pièces rondes marquera 8 points supplémentaires. Le deuxième 4 points. Ouais, mais peut-être tu vas m'empêcher du coup. Ouais, donc tu vas me pourrir mon petit objectif personnel. Bien. Celui qui aura le plus de pièces jaunes va marquer 8 points, le deuxième 4, le troisième 2 points. Et celui qui aura la plus grande superficie de pièces... De ce type-là, ça c'est une pièce de loisirs. Oui, exactement, dans lequel on peut faire par exemple de la musique. Va marquer 8 points, le deuxième 4, le troisième 2 points. Et donc mécaniquement, tu l'as dit, c'est un jeu dans lequel on va construire son château. Et ça déjà c'est génial parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs types de pièces qu'on va vraiment poser devant soi et on va relier les pièces les unes aux autres, on va vraiment construire son château. Mais pour se procurer ces pièces, ben là on est sur un jeu d'enchères. Alors on voit que pour... directement j'insiste sur la construction du château, vous allez placer des pièces les unes à côté des autres en respectant les entrées. Il faut que on puisse passer. On commence par une petite salle d'entrée et là j'ai une ouverture. Donc si je place cette pièce jaune, je vais joindre la porte. Si je place cette pièce bleue, je vais joindre la porte. Et rien que ça, c'est super agréable. On a presque envie à la fin. J'ai fait un joli château avec une chambre à côté de la pièce de dîner. J'insiste sur le fait que le jeu est moche, encore une fois. Mais par contre, quand on s'amuse à créer ça, comme tu dis, on a vraiment ce côté un petit peu pour ceux qui jouent à Minecraft ou à des jeux de construction où on est content de créer son petit château, de s'imaginer dedans. Là, tiens, c'est ma petite salle à manger, je vais mettre une chambre à côté. Bah non, ça va pas sentir très bon. On se prend vraiment au jeu de la construction. T'as vu, j'ai fait un petit escalier qui descend, ça me permet de poser une cave. Bravo. Et là, j'ai une cave, il y a des caves qui sont un petit peu rigolotes. Il y a plein de choses dedans qu'on peut construire et qui sont assez amusantes. Bon là, par contre, toi, là, t'as pris un peu des tuiles au hasard. C'est pas comme ça qu'on les prend, effectivement. Comment on prend les tuiles, je le disais, c'est un jeu d'enchères, c'est très simple. Au début d'un tour, on va tirer un certain nombre de cartes qui correspond au nombre d'emplacements ici. Si on joue à 2, on enlève cet emplacement-là. Donc là, il faut que tu rajoutes une pièce longue de 350. Si je puis me permettre, c'est pas du tout un jeu d'enchères, parce que personne ne va surenchérir par rapport aux autres. C'est un jeu on joue à la marchande, on n'est pas dans la même catégorie. Oui, c'est vrai, quand je dis enchères, c'est pas oui, non, parce qu'il y a plein de joueurs qui n'aiment pas du tout les enchères, qui sont même allergiques à ça. Il n'y a pas d'enchères dans ce jeu, vous pouvez y jouer, vous allez prendre plaisir. En fait, voilà, mon erreur vient du fait que le premier joueur, donc là on va dire que c'est moi, j'ai tiré ces différentes tuiles. C'est moi-même qui vais choisir où les placer. Je vais donc choisir le prix que je vais leur donner. Donc par exemple, cette pièce-là, je vais la mettre ici. Donc là, on va jouer vite pour l'exemple. Voilà. Et évidemment, plus on va avancer dans la partie, plus on va regarder le château des autres joueurs et plus on va voir les cartes, les pièces qui peuvent les intéresser. Et donc se dire, bon, je pense que Martin, celle-là, il est prêt à mettre beaucoup d'argent. Allez, je tente de la mettre à 15 000. Mais là, t'avais pas trop mal joué parce que cette pièce-là, regarde, c'est une pièce de musique. Eh oui. Donc elle vaut cher puisqu'il y a un objectif commun. Celle-ci, c'est une jaune. Donc c'est normal de les mettre relativement chères. Si vous êtes prêt à les payer, allez-y, payez-les. Petite subtilité, on les paye aux joueurs dont c'est le tour. Donc l'argent circule entre les joueurs. C'est ça mon erreur quand je dis enchère. C'est pas de l'enchère, mais il y a vraiment ce côté où je vais essayer de réfléchir à comment je place pour tenter de gagner un maximum d'argent. Donc là, si tu décides de m'acheter celle-là 10 000, tu la prends pour la construire devant toi et tu me donnes 10 000. Donc je tente le coup, je t'achète cette carte-là, je la pose, je la construis devant moi. Mais toi, tu vas avoir donc tendance à mettre très cher les pièces les plus intéressantes en sachant que tu vas finir. C'est toi le dernier qui va acheter. Et quand tu achètes, tu payes à la banque. Donc dans son tour, on a ce petit dilemme qui est hyper agréable. C'est systématiquement, on va essayer de récupérer le plus d'argent des autres joueurs parce que c'est cet argent qu'on pourra dépenser pendant le tour des autres, en essayant de dépenser pas trop. Et donc, en mettant quand même malgré tout des pièces intéressantes à bon prix. Mais malgré tout, si on le fait, si on les met à bon prix, les autres risquent de les acheter et de nous donner pas suffisamment d'argent. Il y a un vrai dilemme, il y a un calcul à faire, il faut essayer de bien s'organiser.
c'est pas non plus pénalisant, puisqu'on pourra toujours s'en sortir, d'autant plus qu'on a toujours la possibilité d'acheter un couloir qui nous fait plein d'ouvertures supplémentaires pour placer les pièces. Donc dans ce cas-là, ça ne coûte que 3000, c'est payé à la banque, ou alors de passer son tour et de récupérer 5000. Donc on ne sera jamais bloqué dans ces cas-là. Et donc là, vous l'aurez compris, même si on n'est pas proprement dit sur un jeu d'ambiance, on a vraiment une ambiance qui s'installe autour de la table parce que, évidemment, à ce moment-là, quand je réfléchis à comment je vais placer mes pièces, les autres joueurs vont m'inciter un petit peu. Les autres joueurs vont me dire, ok, celle-là, je te la prends, mais à 10 000, pas plus. Donc moi, je vais essayer de communiquer. Et on va essayer de faire en sorte de s'arranger entre nous pour que chacun ait les tuiles intéressantes. Et donc ça c'est très rigolo. C'est vraiment super. Ouais. Et ensuite, l'autre aspect, c'est que c'est pas simplement un jeu dans lequel on construit son château. Les pièces ont des fonctions, donc en fonction de l'endroit où on les place, on va bénéficier de bonus à partir du moment où on les a complètement fermées. C'est-à-dire que toutes les ouvertures donnent sur quelque chose. Par exemple, quand j'ai complètement fermé une pièce d'activité, donc de loisirs, je marque 5 points en avance sur le petit scoring. Quand j'ai complètement fermé un parc, une pièce extérieure, tu gagnes 10 000. Je gagne 10 000, ça va me servir pour acheter d'autres pièces. Quand on a fermé une pièce orange, on va gagner de nouvelles cartes de scoring. On ne vous les fait pas toutes, mais ces petits scorings, ça nous oriente, ça nous permet de faire des choix, et ça nous permet aussi de calculer, de faire le plus beau château possible. C'est ça. Et donc pour finir un tour, il y a des tuiles forcément qui n'ont pas été choisies. Ces tuiles-là, on va rajouter dessus 1000 marques, c'est pas des dollars, c'est des marques. Ensuite, on va en repiocher des nouvelles pour compléter les espaces manquants. Et le jour suivant, va à son tour choisir de les placer comme il veut. Et évidemment, les pièces qui n'auront pas été prises seront un peu plus intéressantes parce qu'il y aura un petit peu d'argent. Ça fait de la réduction. C'est vraiment très bien pensé. C'est bien réfléchi. C'est dommage que l'illustration ait moins été réfléchie, mais... On insiste dessus, il est moche. Oui, bon... Nous, malgré ça, on l'a très souvent sorti avec beaucoup de plaisir parce que ce qui nous donne du plaisir quand on joue à un jeu, bien sûr, les illustrations, ça compte, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais c'est aussi l'ambiance autour de la table. Et là, l'ambiance, elle est vraiment chouette avec ce jeu, Castle of Matin Ludwig. Si vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas. Si vous avez l'occasion de le trouver, mais jouez-y avant, évidemment. Nous, on vous présente plein de jeux dans nos vidéos, mais c'est pas pour que vous les achetiez tous, hein. On vous pousse pas à la vente, c'est pour que, justement, que vous puissiez faire un choix. Et on ne fait jamais aussi bien un choix que quand on a des éléments sur les jeux dont on vous parle. Celui-ci, il fait partie de mon top, moi, de mes jeux préférés de tous les temps, donc je suis content de vous le présenter. Il a eu quelques petits frères. Alors, il y a eu des extensions qui sont sorties, j'en ai quelques-unes. Par exemple, je l'ai joué avec la boîte d'un copain, et la mienne, je ne l'ai pas ouverte parce que je ne l'ai pas trouvé si formidable que ça, cette extension. Il y a celle-ci, il y en a une autre, là c'est les Secrets, c'est pas la première, il y en a une également qui met des lacs, je crois, autour du château. D'accord. C'était sympa, mais sans plus, ça rajoute des surcouches qui ne sont pas indispensables pour prendre plaisir à jouer à ce jeu. Et ensuite, il y avait eu un autre jeu qui était dans la même veine, qui s'appelait Palace, qui avait une mécanique différente, qui était un peu sur la même thématique. Très dispensable. Très dispensable, je suis d'accord. Et on va revenir à d'autres jeux. Between Two Cities, que vous connaissez peut-être. Là, c'est un jeu qui n'a rien à voir à la base, qui était sorti... Alors, je sais pas si c'est sorti avant ou après Castle of Matin Ludwig. Après. Ça, c'était un jeu de tuiles dans lequel on allait construire des choses, mais avec ses voisins de gauche et de droite. Et ensuite, ils ont eu la bonne idée de faire un mix entre Castle et Between Two Cities en faisant Between Two Castles. Donc là, c'est pareil. On retrouvait des petites mécaniques au niveau des pièces, des différentes combos, mais on avait cette mécanique de créer avec ses voisins de gauche et de droite. Et c'était coédité par les deux éditeurs, Stone Meyer Games, l'éditeur de Between Two Cities, et Bezier Games, l'éditeur de Castle of Matin Ludwig. Between Two Castle of Matin Ludwig. Je l'ai trouvé très agréable aussi. C'était très sympa, ça marchait assez bien. Il est fort possible que ça ait été publié par Matago en France, donc je crois qu'il y a eu une disponibilité de ces jeux-là, mais c'est pas vraiment le même, hein. Ça n'a pas du tout le même mécanique, parce que moi j'adore cette mécanique de marchand en fait. D'enchère de marchand, je sais pas pourquoi je dis enchère. Je sais pas. Je suis déçu. J'aime beaucoup cette mécanique, donc c'est celle-là, moi, qui me plaît tout particulièrement avec le côté construction. Ici, ce qui est très sympa, c'est le jeu par équipe, mais qu'on retrouve là actuellement dans Splitto, tu vois, le petit jeu dans lequel on construit avec son voisin de gauche et son voisin de droite. Alors qu'on n'est pas ensemble vraiment, qui existait déjà dans ces jeux-là, c'est l'occasion de les citer également. C'était notre petite rubrique musée, évidemment, c'est des jeux qui sont depuis très longtemps dans nos ludothèques, hein, ils ne sont pas prêts de les quitter. Je ne crois pas que ça soit disponible en français, je crois que ça ne l'a jamais été disponible en français, mais c'est un très chouette jeu, peut-être qu'un jour ça arrivera dans nos boutiques. Le gros souci, c'est le graphisme, il faudrait que le graphisme soit sans doute différent, parce que le marché français n'est pas prêt à avoir un graphisme aussi simpliste, mais ne vous arrêtez pas à ça. Ça fait partie des jeux qui sont disponibles au chalet dans notre musée du jeu. On arrive à la fin de notre vidéo news.
on a notre boîte mystère, c'est la fameuse rubrique dans laquelle nous allons tirer au sort des noms de personnes, de nos abonnés qui vont figurer dans le tirage au sort final et qui auront l'occasion de gagner tout le contenu de notre boîte mystère dans quelques semaines quand on fera la grande finale. Alors il y a déjà plein de jeux dans cette boîte mystère. Donc rappelons-les rapidement, Magnum Opus, Connect Team, Las Vegas, nous avons Mi à London, nous avons Le Roi c'est moi, une piste de dés, et tu rajoutes... Et je rajoute Detective Family, le mystère de la tarte disparue. C'est le petit jeu. C'est le premier, je crois, de la gamme. On vous a montré cette semaine que le 3e sortait. Vous avez l'occasion de le gagner dans cette boîte mystère. Hop, on met tout ça à l'intérieur et nous allons tirer combien de noms cette semaine? On va en tirer 5. On va tirer 5 noms, donc vous serez 5 à pouvoir rejoindre la grande finale. Allez, vas-y Sylvain, tire des noms dans cette boîte mystère. Donc on a dit 5. Chacun en tire quelques-uns. Hein. Ok, alors On va voir si t'as la main heureuse. Hop, 3. Enfin, 3. Moi, je vais en tirer aussi. Alors, on mélange bien quand même. Hein. Pas forcément les derniers qu'on vient de rajouter, mais ça peut être eux. Je les ai pris à des endroits différents de la boîte mystère. Il y en a un que j'ai pris dans la cuisine, un autre dans la salle de bain. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Alors t'as qui? Alors, moi, j'ai Black Crystal. Ok, moi j'ai Nati. Moi, j'ai Docteur 79. J'ai Gwen 63. Et, le dernier, Mamie Zinzin. bon, bravo à vous 5. Vous rejoignez la grande finale. On va les rajouter à notre liste de la finale. Mine de rien, le temps file. On arrive déjà à la fin de cette 112e vidéo news. Donc merci à tous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez... Quoi? Il y a la roue. Ah mais oui, j'ai essayé. Ça pouvait passer? Non, je suis beaucoup trop concentré pour ça. Sylvain, tu as la roue à tourner. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la roue. Je suis content. J'espère que tu vas m'offrir un cadeau. Oh non. M'offrir un cadeau, il est où m'offrir un cadeau? Ah, j'ai fait du chocolat. Oh, bah tu vas offrir un truc, mais pour le chalet. Donc c'est encore mieux, un truc qu'on va rajouter dans le chalet. Peut-être que auquel les gens vont pouvoir... J'ai une idée. C'est vrai? Ouais. Un jacuzzi? Non, un automatonné mais en grand format. Oh, tu sais, pour faire encore plus de musique. Ça coûte trop cher, Sylvain. Non, Faut pas faire des je cadeaux chers vais comme regarder, ça. je vais Mais non, regarder. tu peux pas te permettre de faire des trucs aussi chers, un petit truc, une boisson. T'as vu comme j'ai retourné le truc? Non, mais quelque chose qui fait pas de bruit ou quelque chose de discret. Moi, franchement, ne dépense pas ton argent. Si tu veux, je le paye Un pour pack qu'on n'ait d'eau, pas ça marche d'automatonné. Un pack d'eau, un truc comme ça? Ouais. Bon écoute, je verrai. Je passerai en course et puis Pas un truc qui fait du bruit vraiment. je Hein. ramènerai un truc. Je sais pas, t'auras la surprise. Et ben je vous montrerai ça la semaine prochaine. Bon, on arrive cette fois vraiment à la fin de notre vidéo et on vous a dit qu'on changerait un petit peu la roue parce que c'est vrai que le contenu, on a l'habitude de le voir. On a envie d'avoir un petit peu de changement. Proposez-nous quelques idées, farfelues ou pas, dans les commentaires de cette vidéo news. On les prendra pas forcément en compte, mais s'il y a une très bonne idée, On la prendra en compte. peut-être on rajoutera une nouvelle case dans cette vidéo. Putain, j'étais à rien du chocolat quand même. Ouais, oui. C'est fou. Est-ce que t'es sûr que tu veux me faire acheter un truc? Tu es tombé sur cette case, on va pas tricher Ah, à non, chaque non, fois, bah, sinon les gens n'y croient plus. Aucun problème, je vais acheter un truc. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt. À bientôt.